On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marie-Roger Bilois, directrice d'Africa International Media Group. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Benyamin Netanyahou acte la fin du cabinet de guerre en Israël. La semaine dernière, son principal opposant politique, Benny Gantz, avait démissionné. Et puis un nouveau massacre d'ampleur au Burkina Faso. L'attaque d'une caserne militaire à Mansilla, près de la frontière avec le Niger, provoque la mort ou l'enlèvement d'une centaine de soldats, alors que le président par intérim avait disparu pendant 2 jours. C'est tout de suite l'essentiel. On le savait en sursis depuis la démission, voilà 8 jours, du leader de l'opposition en Israël, Benny Gantz. Le cabinet de guerre n'est plus. Benyamin Netanyahou a dissous ce prolongement du gouvernement, formé au lendemain des attaques du 7 octobre, actant ainsi la fin d'une séquence d'union nationale. Anna Pereira. La décision était largement attendue depuis le départ de Benny Gantz. Benyamin Netanyahou a ce lundi matin dissous son cabinet de guerre. Formé après l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dernier, ce cabinet était composé de 6 membres, dont 2 ont démissionné la semaine dernière. Benny Gantz et Gadi Eisenkot, pour protester contre l'incapacité, selon eux, du Premier ministre à élaborer une stratégie pour la guerre dans la bande de Gaza. Le cabinet de guerre était dans l'accord de coalition avec le député d'Union nationale Benny Gantz, à sa demande. Avec son départ, cette branche supplémentaire du gouvernement n'a plus lieu d'être. Le cabinet de sécurité est habilité par l'État à prendre des décisions avec l'ensemble du gouvernement. Netanyahou devrait à présent organiser des consultations sur l'offensive israélienne en cours avec ce cabinet de sécurité. Cette décision, considérée comme un geste symbolique, permettrait d'empêcher l'inclusion de ministres d'extrême droite radicale, tels qu'Itamar Ben-Gvir, selon le quotidien Haaretz. Comme tous les samedis, des milliers de manifestants et proches d'otages se sont à nouveau mobilisés pour dénoncer la gestion de la guerre par le gouvernement Netanyahou. Nous devons arrêter tous les combats qui se déroulent là-bas maintenant et nous asseoir pour conclure un accord afin de ramener les otages. Notre pays s'effondre de l'intérieur. Dimanche, des pauses tactiques dans les combats ont été annoncées par l'armée. Une trêve de quelques heures tous les jours et jusqu'à nouvel ordre pour laisser passer des convois humanitaires dont les Gazaouis ont désespérément besoin, entre le point de passage israélien de Kerem Shalom et l'hôpital européen de Rafah. Au 255e jour de la guerre, la situation est relativement plus calme dans l'enclave. L'annonce de ces pauses dans les opérations a coïncidé avec la grande fête musulmane du sacrifice, l'Aïd al-Adha. Allez, ces pauses tactiques elles-mêmes ne sont pas du goût du gouvernement. Claire Duhamel à Jérusalem pour France 24. L'armée a pris cette initiative contre l'avis de Benyamin Netanyahou. Bonsoir Raphaël. Oui, c'est en tout cas ce qu'a dit Benyamin Netanyahou dans la foulée de l'annonce de cette pause tactique. Il dit que l'armée a pris cette décision sans concerter le gouvernement, mais ne demande pas néanmoins à ce que cela ne soit pas suivi des faits. Concrètement, il faut bien comprendre néanmoins que cette pause tactique est très localisée. On parle de la route qui va du checkpoint de Kerem Shalom à l'extrême sud jusqu'au point de Salah al-Din, la route de Salah al-Din. C'est une zone qui a été largement désertée par les civils lorsque l'armée israélienne a débuté son offensive à Rafah il y a 5 semaines. Et en ce sens, eh bien, cela ne change pas grand-chose aux conditions de survie des Palestiniens qui sont principalement dans le centre de la bande de Gaza. Ce que l'on sait néanmoins, c'est que depuis la prise du point de passage de Rafah par les Israéliens il y a 5 semaines, ce sont beaucoup moins de camions qui pénètrent le sud de l'enclave palestinienne. Alors, face à la pression internationale, notamment des Nations Unies, Israël a décidé cette pause tactique locale. Désormais, entre 8h et 19h, il n'y aura pas de combat, pas de bombardement sur ces axes routiers. Mais le gouvernement israélien a bien précisé hier que cela ne signifiait en rien l'arrêt des combats à Rafah. Les Israéliens ont déclaré aujourd'hui qu'ils considéraient que 2 des 4 bataillons du Hamas à Rafah étaient défaits, que les 2 autres étaient sur le point d'être défaits. Il faut préciser qu'il y a très peu de sources indépendantes qui permettent de vérifier ces allégations.
population et les civils de Gaza nous disent que leurs souffrances sont toujours aussi fortes et que de semaine en semaine, la situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. Vous restez avec nous, Claire Duhamel. Marie-Roger, l'armée israélienne invoque effectivement la situation humanitaire comme motif de cette pause. Elle montre donc sa sensibilité à cette question, au sort des Palestiniens, dont l'ONU dit qu'ils sont en situation de quasi-famine aujourd'hui. Ça, c'était quelque chose de difficile à dire. On voit surtout les pressions et peut-être aussi le moment venu d'améliorer un petit peu l'image catastrophique à la fois du gouvernement israélien, de l'armée, et par rapport à la situation à Gaza. Et lorsque Benjamin Netanyahou annonce qu'il n'est pas du tout au courant et que l'armée prend des décisions à son insu sans lui demander, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y croit. J'ai vu dans la presse, il y a beaucoup d'incrédulité à ce sujet. C'est seulement une espèce de revirement. Pour rassurer sa droite. Et voilà, comme il en a l'habitude. On l'a vu au moment de cet accord qui était fait avec le gouvernement israélien, cet accord soi-disant de paix, de cessez-le-feu, que Benjamin Netanyahou a immédiatement désavoué. C'était aussi une façon, c'est des volte-face qui montrent seulement la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire le besoin de rassurer ces extrémistes, dont il fait partie, parce qu'on le met toujours à côté, il fait partie lui-même des extrémistes, et aussi de jouer et gagner un peu de temps vis-à-vis de la communauté internationale. Une annonce, en tout cas des pauses tactiques qui interviennent, Gauthier, au lendemain de la mort de 11 soldats israéliens, dont 8 lors d'une explosion. C'est le bilan le plus lourd pour Tsahal en une seule journée depuis le début de l'offensive. Cette pause tactique, est-ce qu'elle peut être comprise comme peut-être un aveu de faiblesse aujourd'hui de l'armée israélienne ? Écoutez, si on part du principe que c'est l'armée qui a décidé cette pause tactique, et ça pose un problème d'ailleurs, parce qu'il faut quand même rappeler que jamais Israël n'a cédé à la tentation d'une militarisation du régime. Alors peut-être parce que tout le monde est militaire, mais en tout cas, il n'y a pas eu de putsch, il n'y a jamais eu de junte en Israël. Mais si on part du principe que c'est l'armée qui a... En revanche, beaucoup de militaires ont fait carrière en politique après. Voilà. Shimon Peres était l'un des rares à ne pas l'avoir fait. Non. Bon. Et Benjamin Netanyahou aussi d'ailleurs. Mais Benny Gantz, lui, en est un exemple parmi d'autres. Oui, mais Netanyahou a aussi été dans les commandos, oui. Donc il a fait une grande carrière militaire. Oui, mais si on part du principe donc que c'est l'armée qui a décidé cette pause tactique, dans quel contexte est-on ? Il ne faut pas ignorer que les mystères du 7 octobre, c'est-à-dire pourquoi l'armée israélienne était si loin, si lointaine, pourquoi dans certains cas elle a mis 6 ou 7 heures avant d'arriver sur des lieux où les massacres se jouaient, tout cela, c'est censé donner du grain à moudre à la fameuse commission d'enquête. On n'ignore pas non plus que Netanyahou a envie de dire que c'est l'armée qui a été en dessous de tout. Est-ce qu'il y a là une façon de se marquer à partir du moment où on peut sentir peut-être la fin du conflit, ou du moins la fin du conflit dans ses aspects militaires ? Est-ce qu'il y a là cette volonté ? Ça n'est pas complètement à exclure. Simplement, à mon sens, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que traditionnellement, et ça c'est valable depuis des décennies, il y a aussi une opposition politique et idéologique entre l'armée. L'armée a souvent été considérée comme étant d'une part ceux qui connaissaient le mieux le prix du sang, le prix de la vie, et que donc parfois ils avaient une lucidité par rapport aux événements qui étaient autres que les hommes politiques et les femmes politiques, et puis aussi parce qu'ils ont longtemps été considérés comme étant un refuge de laïcs. Et que vous avez bien vu que le débat autour de la conscription a ranimé, a ravivé ces choses-là. Dernier point, le caractère laïque de l'armée a été quand même entamé ces dernières années par des religieux qui ont fait ce qu'on appelle les yeshiva esder, c'est-à-dire des écoles militaro-religieuses, et qui font qu'ils se trouvent dans cette armée avec parfois justement des volontés, on l'avait vu avec certains bataillons, d'outrepasser les ordres et d'outrepasser ce qu'on appelle l'éthique de Tsahal. Donc je pense qu'il y a dans cette affaire aussi... indépendamment de l'aveu de faiblesse, l'idée que chacun fourbit ses armes aujourd'hui pour ce que va être cette période à partir de laquelle la commission d'enquête sera mise en œuvre. Claire Duhamel, à Jérusalem, Benjamin Netanyahou est d'autant plus déterminé à poursuivre son offensive qu'il n'est plus tenu de consulter ce cabinet de guerre où figuraient des éléments modérateurs comme Benny Gantz.
Oui, il dit désormais que la plupart des décisions seront discutées dans son cabinet de sécurité, que les décisions les plus sensibles seront discutées en comité très limité. Mais ce cabinet de guerre qui avait été établi après le 7 octobre, il comptait, vous le disiez, des éléments modérés. Il y avait 6 membres, dont Benny Gantz et Gadi Eisenkot, qui ont donc démissionné. L'élaboration de ce cabinet de guerre, c'était la condition pour ces deux hommes politiques de premier plan pour constituer un gouvernement d'unité nationale avec Benyamin Netanyahou au lendemain du 7 octobre. Ce n'est donc désormais plus le cas avec cette dissolution et ces démissions. Et puis les experts de la vie politique israélienne considèrent que Benyamin Netanyahou a décidé cette dissolution pour en quelque sorte couper l'herbe sous le pied de ses ministres les plus extrêmes, tels qu'Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich, qui depuis la démission de Benny Gantz demandaient notamment un siège au sein du cabinet de guerre, ce que ne veut pas Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou qui est bien sûr sous pression internationale, mais sous pression nationale également, puisque des manifestations monstres ont lieu depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, c'était devant la Knesset, puisque beaucoup d'Israéliens considèrent désormais que le Premier ministre n'agit plus en faveur des intérêts de sa population. Merci Claire Duhamel, en direct de Jérusalem pour France 24. Marie-Roger, que change d'après vous la fin de cette union sacrée du monde politique israélien? Zéro, strictement rien. À mon avis, on a beaucoup insisté sur le rôle, ou disons, les personnalités assez modérées de Benny Gantz et de Gadi Eisenkot. Oui. Ils sont peut-être eux-mêmes des gens assez modérés, assez, par rapport à Netanyahou, mais quelle a été leur influence au sein de ce cabinet de guerre? On se demande. Alors, en quoi ce qui s'est passé a été modéré par leur présence? On se pose la question. C'est-à-dire, quand on voit l'ampleur de ce qui s'est passé à Gaza et ce qui continue de se passer à Gaza, un jour, quand on fera le bilan, on se demandera quel a été l'impact de Benny Gantz, à part, au début, de créer une forme de légitimité, de dire, on va créer face à la situation à laquelle nous devons faire face, nous allons associer des forces politiques diverses, c'est-à-dire on a les extrémistes, mais aussi. Mais en fait, et maintenant que le cabinet de guerre est dissous, mais rien ne va changer. Tout ce que Netanyahou a fait, c'était quand même sa volonté surtout, et celle de ceux qui n'étaient pas dans le cabinet de guerre de manière formelle, c'est-à-dire les fameux extrémistes qu'on connaît, Smotrich, Ben-Gvir, c'est eux qui ont impacté et qui ont dirigé, qui ont façonné un petit peu la riposte israélienne vis-à-vis de Gaza. Et donc, que ce cabinet existe ou n'existe pas, ça ne changera rien. Il y a le Conseil de sécurité, de manière générale, lui va continuer à faire son travail. Mais bon, ce cabinet, je crois qu'il n'a pas eu l'effet modérateur ou même qu'on attendait de lui. Gauthier, oui. Benny Gantz n'a fait que donner son onction finalement à une politique très éloignée finalement de celle qu'il incarne. Tout à fait. Je ne sais pas s'il incarne vraiment une autre politique. Je pense que beaucoup d'Israéliens voudraient qu'il incarne autre chose. Mais regardez là, ce qui s'est passé, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Roger, c'est quand même là plutôt une stratégie personnelle. C'est qu'il se dit comment, autant dans un premier temps il fallait coller Union nationale, comme avait dit Netanyahou ou Galland, je ne sais plus, on ne parle pas politique. On est dans l'émotion, on est dans la riposte. Et la politique, on comprend pourquoi Netanyahou ne veut pas parler de politique. Parce que la politique, c'est de dire, est-ce qu'on crée un État palestinien? Lui, non, n'en veut pas. Et donc, Gantz a collé à ça. Et puis maintenant, il se dit, il serait peut-être temps de se détacher pour voir si moi, j'ai un avenir. Mais regardez, quand il a été associé, quand il a été même au gouvernement, c'est pas quelqu'un qui s'est distingué par une proposition de politique radicalement différente, y compris dans des enjeux internes à Israël. Je pense aux enjeux sociaux. Et puis, l'exemple que je donne, pardonnez-moi de radoter en la matière, mais l'exemple que je donne toujours, c'est ce fameux plan concocté par Trump en 2020 qui consistait à faire de la Cisjordanie une zone d'activité industrielle, en quelque sorte. Et que dit Gantz? Il dit, oui, je trouve que c'est un bon plan. Et en même temps, il s'exonère en disant, je suis sûr qu'il ne verra jamais le jour. Vous voyez, ce n'est pas vraiment les paroles de quelqu'un qui tranche avec les Lui est parti en disant, faute d'objectifs stratégiques clairs. Mais c'était ça depuis le départ, ou presque. Oui. En tout cas, dans la durée, la durée entre le moment où il rentre dans ce cabinet et au moment où il dit « j'en sors », mais la preuve a été administrée. Et d'ailleurs, la preuve de l'errance de Netanyahou a été administrée. Et là-dessus, on ne sait pas ce que Gantz pense. Il est toujours en réaction par rapport à des
des propositions ou des textes, et lui réagit, mais d'une manière même qui n'est pas tranchée, qui n'est pas... Donc, le problème en Israël, c'est bien ça, c'est-à-dire que ceux qui seraient vraiment des rénovateurs du pouvoir politique sont pas très visibles. Il y en a, quand vous allez chercher du côté du Meretz, c'est-à-dire les gens qui ont été... Oui, qui ne pèsent rien aujourd'hui, mais oui, politiquement. qui pèsent rien, seulement ces gens-là ont la légitimité de ce qui s'est fait à Oslo. Alors, le problème est là, vous savez, des gens qui pèsent rien en légitimité politique, on en connaît d'autres aussi, et c'est pas forcément ce qui les empêche de prospérer. Bien sûr. Voilà en tout cas pour la situation en Israël et plus généralement au Proche-Orient. C'est un nouveau massacre d'ampleur à présent au Burkina Faso. L'attaque d'une caserne militaire à Mansilla, c'est près de la frontière avec le Niger. Elle a causé la mort ou l'enlèvement d'une centaine de soldats. Un acte revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Caroline Loyer. Des rafales de tirs. Sur ces images fournies par les djihadistes et vérifiées par France 24, on peut les voir mitrailler la zone sans interruption. C'est un détachement militaire qu'ils prennent d'assaut. Une caserne située dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Niger. Les assaillants feraient partie du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Al-Qaïda qui revendique cette attaque. Selon l'organisation terroriste, 107 soldats ont été tués et d'autres capturés. Les djihadistes revendiquent également la saisie d'un arsenal militaire d'envergure. Il y a 3 véhicules capturés, 142 Kalachnikov, 449 chargeurs. Là, on voit 11 PKM, donc mitrailleuses avec des balles de Kalachnikov, 51 bandoulières, 13 RPG-7, ce qu'on a vu en début, 70 roquettes, 2 12-7, 2 mortiers, donc mortier c'est important, et avec leurs obus, 12 obus de mortier, et 51 caisses de munitions. Donc on se demande où s'arment les djihadistes, question récurrente, voilà où s'arment les djihadistes. Pour justifier leurs actions, ils invoquent les exactions prêtées à l'armée burkinabé à l'encontre de civils, comme le massacre de Dori le mois dernier. De sources sécuritaires, plus de 150 personnes avaient été tuées. Une semaine après l'attaque de Mansilla, les autorités ne font toujours aucun commentaire. Pas d'explication non plus après la chute d'un obus mercredi dans la cour de la télévision publique située près de la présidence. Un tir qualifié d'incident par un officier, mais qui aurait valu au président de transition, Ibrahim Traoré, d'être exfiltré de la capitale pour des raisons de sécurité. Certaines sources évoquent une nouvelle tentative de déstabilisation dans un contexte intérieur tendu. Marie-Roger, ces attaques, elles mettent en évidence l'isolement croissant de la junte burkinabé, y compris vis-à-vis de sa propre population, puisque c'est, semble-t-il, la raison invoquée par Al-Qaïda, ou en tout cas son bras armé aujourd'hui au Burkina. L'isolement, certainement, une déception énorme, et c'est l'échec patent de leur contre-offensive antiterroriste, parce que il faut toujours rappeler que toutes ces juntes militaires se sont installées au pouvoir, notamment au Burkina, pour résoudre la question de l'insécurité. On a dit que le président civil, Roch-Marc Christian Kaboré, était incapable de le faire et que vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça n'a pas cessé de se détériorer. Chaque fois, on a des records absolus. Là encore, 110, 120, on ne sait pas combien de gens ont été tués. Et c'est de manière mais très facile. C'est-à-dire, les djihadistes arrivent, les gens sont regroupés dans un endroit, ils cartonnent, ils tuent tout le monde, ils prennent les... C'est vraiment... Et l'autre chose qu'il a développée, c'est pas lui qui l'a lancé, les volontaires de la défense du pays, les VDP. Ça, c'est des civils, des jeunes à qui on demande de s'engager sans formation, sans équipement, sans rien. Et ça, c'est de la chair à canon. Il y a des carnages sans nom. Et il y a eu un grand engouement au départ, le langage patriotique. Nous-mêmes, on va défendre le pays. On n'a pas besoin de tel, on n'a pas besoin des armées étrangères. On va faire nous-mêmes, etc. Et beaucoup de jeunes sont venus. Je crois qu'à un moment donné, ils ont doublé, triplé le nombre qui avait été attendu par le régime des putschistes. Et puis maintenant, voilà, il n'y a que le langage patriotique révolutionnaire a cédé la place à des plaintes, au défaitisme, aussi à la frustration, parce qu'il y a beaucoup de problèmes internes. Les militaires ont tout et les VDP n'ont rien en matière d'équipement, de sécurité. Ils réclament aussi d'être encadrés. Ils n'ont pas tout ça. Et résultat, aujourd'hui,
Les casernes sont en ébullition, ils ne veulent pas le dire, mais on voit bien que ça ne va pas. Il y a eu une espèce de... Régulièrement, il y a des tentatives de ce qu'ils appellent de déstabilisation, mais c'est des querelles internes, où on veut renverser Ibrahim Traoré. Et là, récemment, à la suite de cette attaque, on a vu qu'il y a eu une sorte de l'affaire, on l'appelle l'affaire de la roquette. Oui, il serait tombé donc à Ouagadougou. À Ouagadougou, il y a des voitures qui étaient criblées de balles et lui-même a disparu pendant quelques jours pour réapparaître, pour faire un don de sang à la télé. Et on ne sait pas où il était, mais la situation est totalement instable et précaire. Et alors, la fuite en avant, c'est répression des journalistes et surtout les enlèvements. Alors là, il y a des gens qui accusent d'atteinte à la sécurité de l'État, c'est l'accusation pratique. Les tribunaux qui essaient de faire leur boulot acquittent toutes ces personnes parce qu'il n'y a rien. Et à la sortie du tribunal, on les kidnappe et on les fait disparaître. C'est le cas du Guy Hervé Cam, qui est avocat, et aussi une affaire qui a beaucoup contribué à aggraver la réputation de cette jeune. Ils ont enlevé l'oncle de Thomas Sankara, un monsieur de 80 ans, Bismillah Sankara, qui sortait de la mosquée, et aussi complot, ne sais pas quoi, et le tollé était tellement fort qu'au bout de quelques jours, on l'a relâché. Donc ils ne savent plus, ils naviguent à vue, c'est une catastrophe sans nom, et ça va continuer, parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Le Traoré en question, un petit jeune qui est inexpérimenté, incompétent, et surtout très dogmatique. Et voilà, maintenant, il est totalement contesté. Voilà, c'est effectivement résumé la situation aujourd'hui, avec en plus, que vous l'avez dit, une presse qui ne peut quasiment pas faire son travail, donc très difficile même d'avoir des informations vérifiées sur ce qu'il se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Gauthier Ribinski, on peut dire que c'est l'échec patent de ces putschs, puisqu'on a vu une situation assez comparable au Mali, et celle qui se dessine au Niger y ressemble aussi par bien des aspects. Et même en Guinée. Et en Guinée également. Et en Guinée. En sortant du Sahel, oui. Oui, parce que c'est l'illusion... c'est l'idylle supposée entre des putschistes, le discours patriotique dont parle Marc Roger, et la réalité. Et la réalité, si vous voulez, je suis surpris de voir que, justement, ces juntes qui prétendent à un niveau, finalement, de conscience des problèmes politiques supérieurs, ne soient pas capables de voir tout simplement que ce qui se... Pardon, oui. Non, ce que j'allais dire, c'est que non seulement elles ne résolvent pas le problème, mais même elles semblent vraisemblablement continuer à l'aggraver par les exactions qu'elles commettent elles-mêmes. Totalement. Et on voit d'ailleurs en plus que c'est un reflux, enfin c'est totalement contre-productif, y compris dans des pays où la milice russe Wagner est présente, comme en Centrafrique, où là les gens ont compris que non seulement la milice plus le pouvoir était là pour s'en mettre plein les poches, et en plus il y avait les exactions. Mais là, c'est frappant, c'est de se dire qu'il y a... Finalement, vous savez, je repense à la devise qui était celle du Zaïre à l'époque de Mobutu, qui était la devise, c'était servir et non se servir. Et il y avait ça sur tous les frontons d'école, et tout le monde savait que la réalité, c'était exactement l'inverse. Bon, et ben là, c'est ce qui se passe au Burkina, parce que au fond, comme vous disiez, l'incompétence crasse de certains, l'idée même que, par exemple, la population, on connaît ce problème-là, la population qui est excentrée, celle justement des confins, alors en l'occurrence au Burkina, c'est le Niger, c'est un endroit où l'État, précisément, n'arrive pas à imposer non seulement sa loi, mais sa présence régulatrice, sa présence sociale, les écoles, les hôpitaux. Et ça... c'est quand même effarant de voir que cette junte, bon, ça pourrait être une autre, la nigérienne, la malienne, mais que cette junte ne pense pas que une œuvre dans ce domaine-là pourrait asseoir son pouvoir. Non, c'est un réflexe sécuritaire à chaque fois. Et du coup, vous avez des populations qui sont prises entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire avec des djihadistes qui tantôt les massacrent ou tantôt essayent de les manipuler en leur faveur, et de l'autre côté, un appareil d'État qui... même sécuritairement, n'est pas à la hauteur, puisqu'il y a des victimes souvent dans ses rangs, et puis qui n'a
qui n'essayent même pas de se bâtir, au fond, une forme de reconnaissance dans ces marges-là du pays. On expliquait les symptômes avant même l'arrivée de ces juntes, un État failli, effectivement absent de pans entiers du territoire, mais également une composante qui, à défaut d'être ethnique, en tout cas reposait sur des dimensions communautaires, des modes de vie opposés ou en tout cas en conflit entre chasseurs d'oiseaux et également des agriculteurs peuls qui se retrouvaient donc en conflit direct pour la terre et l'eau. Tout cela n'a pas cessé, cela reste la trame de fond ou c'est considérablement aggravé aujourd'hui par les actions de ces groupes armés d'un côté et militaires de l'autre? Ça s'est aggravé et je dirais que c'est un problème général de non-administration, et puis aussi de mauvaise gestion des questions étatiques, de mauvaise répartition, j'allais dire, de la richesse nationale. Et il y a des populations qui estiment qui sont laissées pour compte. Et aussi, une chose qui s'est aggravée, c'est que on l'a dit un peu dans le reportage, il y a des représailles contre des communautés de civils qui sont accusés soit d'être des sympathisants des bandes djihadistes ou d'être de la même ethnie ou des choses comme ça absurdes et qui créent justement beaucoup de mécontentement et alimentent justement les rangs des djihadistes. Il y a ça c'est énorme, c'est une bonne partie de ce qui se passe. Et aujourd'hui aussi, et comme dit Gauthier, quand des militaires sont au pouvoir, ils ont un côté monomaniaque de la gestion des affaires publiques. C'est la sécurité, c'est l'armée, il faut réprimer tout ça. Et voilà, que quelqu'un disait que quand un cordonnier, c'est un cordonnier qui veut régler un problème avec un marteau, il y a une seule chose qu'il sait faire, c'est enfoncer des clous. Enfoncer des clous. Et donc, c'est la même chose. Alors, tout est autour de la sécurité. Le reste des questions, c'est pareil au Mali où... Oui. Les questions sont dramatiques. Enfin, bon, on a fini. Et on a fini malheureusement, oui, le sablier, c'est terminé. Merci beaucoup, Marie-Roger. Pas de temps additionnel. Non, nous on peut pas. Les Bleus commencent à jouer dans 3 minutes maintenant face à l'Autriche. Mais nous, malheureusement, on n'a pas droit au temps additionnel. Merci beaucoup, Marie-Roger Bilois. Merci, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal.